Arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, et un grand merci à notre auditoire international, là où il se trouve, en Europe, bien entendu, et en Afrique, et notamment dans le Royaume du Maroc. On vous dit bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel info. Ce dimanche, une émission inédite, suite à une actualité riche et aussi à une dimension internationale de très haut niveau. Notre devoir en tant que citoyen franco-marocain, mais aussi en tant que père de famille, est de mettre toute la lumière sur ce fléau qui pose un réel problème pour la société, le fléau du terrorisme. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Nous sommes heureux de recevoir chez nous une personnalité qui a son mot à dire sur ce dossier et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous au studio, Monsieur David Valla. Bonjour, Monsieur David Valla. Bonjour, merci de votre invitation. Heureux de recevoir notre invité, Merci. David Valla, qui nous éclaire, qui éclaire aussi nos concitoyens espagnols et marocains sur ce fléau de terrorisme qui pose un réel problème et comment peut-on se débarrasser et vivre en paix. Comme ça a été annoncé, nous sommes heureux de recevoir parmi nous aussi un ami de longue date, une personne qui est coutumier à l'émission Arc-en-ciel, n'est que le journaliste américain international Michael Kurtley. Bonjour Michael. Bonjour Abdelatif, ça Comment fait ça plaisir va de revenir sur Arc-en-ciel. Eh ben, écoute, le plaisir est pour moi et le plaisir aussi pour notre auditoire qu'ils ont manifesté leur joie lorsque j'ai fait l'annonce. J'ai reçu pas mal de mails, j'ai reçu pas mal de coups de fil sur cette participation et notamment sur ce sujet qu'on va essayer de le développer durant grosso modo une demi-heure, qui est d'actualité, communication et confiance au Maroc avec un décryptage bien fait, mais surtout aussi des propositions parce que Michael Kurtley David, il est nommé l'Américain le plus marocain des Américains. Il peut dire I'm a Moroccan, c'est ça? I'm a Moroccan. Eh ben écoute, bienvenue au Maroc. Michael, comme tu le sais, mon invité, c'est David voilà, qui nous parle un petit peu de la radicalisation. Certainement, tu as suivi un petit peu à travers Internet tout ce qui a été dit. Si tu as une question ou deux à poser à David avant de commencer notre échange sur la communication et confiance au Maroc. D'abord, merci beaucoup de cet échange très exceptionnel que nous venons d'écouter. Et David, merci à vous-même de votre connaissance d'abord, de tout ce que vous apportez à cette compréhension qui est très difficile à comprendre. Merci pour votre écoute. Et une première question, c'est moi j'ai regardé l'interview que vous avez donnée dans la tribune où vous racontez un peu votre parcours de djihadiste et j'aimerais bien savoir, donc à l'époque, tout au début, pour moi, d'après ce que vous dites, c'était en quelque sorte une révolte, un genre de ras-le-bol qui vous a instigé au début. À cette époque-là, juste à ce moment-là, avant que vous partiez en Bosnie et dans toutes les autres pérégrinations que vous avez faites, est-ce que quelqu'un, ou bien quelqu'un venant de l'État, ou quelqu'un venant de la société civile, aurait pu faire quelque chose qui aurait changé votre avis? C'est une question que je me pose souvent et je pense qu'effectivement, si avant mon départ, j'avais pu intégrer la possibilité d'en parler, par exemple faire partie d'une émission de radio qui aurait dénoncé les exactions commises en Yougoslavie, peut-être que cela m'aurait restreint
je n'aurais peut-être pas pris ce trajet. Mais je le dis a posteriori, c'est facile de refaire le match après qu'il soit joué. Et peut-être que ça ne m'aurait que conforté. À vrai dire, j'ai pas de réponse à apporter sur cette question. Oui, parce que je crois que c'est ça la question la plus importante, c'est comment communiquer aux djihadistes en potentiel afin de les faire réfléchir, afin de leur montrer une autre voie, afin de leur donner d'autres opportunités. Aujourd'hui, j'ai l'expérience qui me prête à penser qu'on peut, lors d'un dialogue avec les plus jeunes, notamment, les convaincre que la violence n'est pas une solution politique. C'est un peu là où moi j'ai fait une erreur à l'époque, c'est que je pensais que la violence ou l'usage de la force pouvait être un objet politique, pouvait servir un objectif politique. Et j'ai 19 ans, je viens de faire ma formation militaire comme chasseur alpin à Briançon, je suis très très bien formé. Je pense que la seule façon que j'ai pour lutter contre cette injustice, c'est de prendre les armes. Mais sur place, je me rends compte que c'est pas la seule solution, que aujourd'hui, avec les années de recul, par exemple, à l'époque, en Yougoslavie, j'étais parmi ceux qui pensaient qu'il fallait exécuter systématiquement les prisonniers serbes. J'étais de ceux qui disaient, on ne doit pas les garder, on doit les exécuter. Je pensais servir la cause des Bosniaques. Sauf que, un Bosniaque, lui, lorsqu'il voyait un prisonnier serbe, il voyait la possibilité de l'échanger contre un cousin, ou un oncle, ou un frère prisonnier. Et, en fait, quand on était de ceux qui disaient qu'il fallait tuer les prisonniers serbes, on ne rendait pas service aux Bosniaques. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je suis capable de dire aux jeunes, vous allez partir en Syrie pensant que vous allez rendre service aux civils, mais ce que vous allez faire sur place va rajouter une violence supplémentaire que vont subir ces mêmes civils. Alors, il y a un exemple simple. Un combattant ne produit rien de ce dont il a besoin. Il ne produit pas sa nourriture, il ne produit pas de richesse, il ne participe pas à la production économique d'un pays puisqu'il est combattant. Mais il a besoin de consommer. Il a besoin d'une voiture, il a besoin de carburant, il a besoin d'un logement, il a besoin d'habits, il a besoin d'armes, il a besoin de manger, de dormir, de boire. Il a besoin de toutes ces choses. Il y a deux solutions. Soit il a l'argent pour l'acheter, ce qu'il va consommer, mais il va l'acheter à un prix qui va augmenter et laisser les civils dans l'incapacité d'accéder à la nourriture parce qu'elle sera devenue trop chère. Donc, quand il vient, en réalité, il participe à une raréfaction des moyens de subsistance et va rajouter à la violence que subissent les civils sur ce volet. Ça, c'est quand il a l'argent. S'il n'a pas l'argent, il va se servir sur les civils, qui à un moment vont refuser et vont se voir exposés à une punition d'exécution. C'est-à-dire que le jeune, il suffit de lui expliquer, tu vas aller là-bas, tu vas avoir une arme, mais tu vas manger comment? Tu vas te nourrir comment? Tu vas voyager comment? Tu vas te loger comment? Soit tu as l'argent, mais tu vas l'acheter à des prix que ne pourront plus accéder les civils sur place, soit tu n'as pas l'argent et tu vas te servir sur les civils. Mais dans les deux cas, tu ne rends service à personne sur place. Ça, c'est un argumentaire qu'ils sont capables d'entendre. Donc, à votre avis, suivant cet argumentaire, ce n'est pas pour contrecarrer la radicalisation et surtout l'envie d'aller faire de la violence, ce n'est pas un argument par rapport à l'islam, ce n'est pas un argument par rapport aux malfaiteurs qui les aient recrutés. Je préfère rester sur un argumentaire. C'est plutôt un argumentaire logique rapport à leur propre. Parce que si vous allez sur l'argumentaire religieux, depuis le départ dans cette religion, il y a eu les pacifistes et les guerriers depuis le début. Et vous n'allez pas faire mieux que ceux qui étaient les contemporains du prophète, puis ses descendants, qui ont produit toute une littérature soit pacifique, soit belliqueuse. Si vous commencez à rentrer dans le terrain religieux, ça va être une bataille de hadiths, de versets, d'interprétations. Je vais sortir tel shir, vous allez me sortir telle référence. Ça n'a ni queue ni tête. Et on va remplacer... Je suis d'accord. On va remplacer un islam politisé violent vers un islam politisé non violent. Mais un islam politisé va poser problème de toute façon. Donc, il faut revenir à ce qui est la raison commune. Chaque être humain sait bien que on ne peut pas mettre la main dans le feu, sauf à se brûler la main. Donc, il faut revenir à des arguments logiques.
que les plus jeunes sont capables de comprendre. Si on rentre sur le terrain religieux, mon parcours m'a appris quelque chose. On gagne une bataille quand on maîtrise 3 points. Le premier, c'est le renseignement. Le deuxième, c'est le choix du terrain. Et le troisième, c'est l'effet de surprise. Le renseignement, nous l'avons. Nous savons quel est notre problème. Si nous allons sur le terrain religieux, nous laissons à notre adversaire le choix du terrain. Il faut revenir au terrain de la logique humaine, ou de la logique tout court. Et l'effet de surprise consiste à être d'une conviction, c'est-à-dire qu'il peut me ramener n'importe quel verset, ou n'importe quel hadith, ou n'importe quelle interprétation religieuse. Je sais que je ne dois pas tuer d'enfants, ou je sais que je ne dois pas tuer une femme, ou je sais que je ne dois pas tuer un non-combattant. Si un jeune a déjà validé ces fondamentaux humanistes, il aura du mal à valider une idéologie qui déchire ça. Parfait, Michael. Je pense les 2 questions, tu as eu une réponse précise mais aussi efficace. Afin de et des réponses très intéressantes aussi. Bien entendu. Pour gagner un peu de temps, parce qu'il me reste avec toi grosso modo 25 minutes, donc pour en débattre par rapport au sujet de ce jour avec toi, il faut bien préciser à notre auditoire, on ne parle pas de M. Michael Kurtli comme ça, mais M. Michael Kurtli, c'est un grand reporter international, cinéaste, photographe, auteur, conseil international en communication, fondateur de plusieurs ONG, mais surtout, c'était un conseiller en images et en communication à l'ambassade du Maroc aux États-Unis à l'époque de son excellence M. Moukwar. Tu es, comme j'ai dit au départ, tu es l'Américain, le plus marocain des Américains. Notre pays souffre énormément ces derniers jours, avec des images par-ci et par-là. Est-ce que, selon toi, il y a un réel souci de la communication marocaine à l'international, voire nationale? Mais je crois que cette question a plusieurs réponses. Et premièrement, même à l'intérieur du Maroc, les dirigeants à qui je parle évoquent souvent cette question de la communication à l'extérieur. Souvent en disant que le Maroc communique mal vis-à-vis de l'extérieur. Mais pour moi, ça n'a aucun sens de dire tout simplement cela. Je veux dire que c'est plutôt un constat par un certain résultat. C'est pas un constat par un effort de logique vis-à-vis de comment communiquer. Donc je rejette fondamentalement cette idée, puisque au préalable, il faut se poser la question, qu'est-ce que le Maroc veut communiquer à l'extérieur? Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de Marocains et certainement beaucoup de dirigeants marocains sont saisis par le déferlement de différentes formes de communication contre le Maroc et contre le fait que des Marocains commettent des actes terroristes, mais en même temps, si on regarde de plus près, comme disait tout à l'heure votre autre invité, c'était pas nécessairement des gens qu'on peut appeler Marocains. Ils étaient nés en Espagne, ils venaient d'Europe, ils étaient éduqués en Europe, dont probablement, très probablement même, les racines de leur radicalisation n'avaient pas grand-chose à voir avec le Maroc, sauf dans le sens qu'ils se retrouvaient entre eux parce qu'ils se sentaient un peu plus proches les uns des autres qu'avec d'autres musulmans, et peut-être aussi parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de Marocains, comparé à d'autres membres de la société islamique. Donc, je crois que quand il s'agit de vouloir changer une image, il faut d'abord réfléchir à ce qui se passe pour créer cette image. Et dans le cas d'espèce, les facteurs qui créent l'image du Maroc sont liés fondamentalement à une perception du Maroc à l'extérieur, qui n'est pas spécifiquement lié à une question de terrorisme. C'est aussi lié à un regard des médias à l'international qui ont tendance à surtout en Europe, parce que aux États-Unis,
d'où je viens, la situation est autre. Mais en Europe, la tendance est de dire le Maroc est un pays autocrate, le Maroc est un pays qui est frein à différentes lois, le Maroc est un pays qui a des problèmes par rapport à son territoire, le Maroc est en conflit avec différentes groupes à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est une image qui est créée par un média qui n'est pas spécialement bienveillante par rapport au Maroc au préalable. Je te donne un exemple assez percutant pour moi. J'ai un très grand ami au Maroc qui est un journaliste très connu, un des journalistes les plus intègres que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et il était en Espagne justement à une espèce de colloque. Et lorsqu'il a commencé à parler, les autres journalistes qui étaient là lui faisaient bien comprendre que sa voix comptait moins parce qu'il était du Maroc. Parce qu'il venait d'un pays qui était, d'après eux, un pays qui n'avait pas le même système, qui n'avait pas les mêmes lois, qui n'avait pas la même réflexion vis-à-vis des droits que les Européens. Donc, d'emblée, il était exclu de la discussion. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier, dans cette question de refaire l'image, ce qui est contre la réflexion d'une image. Et quand j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'image du Maroc, j'ai toujours tenu ça en tête. C'est comme disait David tout à l'heure, c'est pas la peine de travailler dans les domaines qui sont le domaine des autres. Il faut se créer ses propres domaines d'action. Par exemple, le Maroc a très bien su communiquer sur tous ses efforts par rapport à l'Afrique, par rapport à la réalisation du Maroc en tant que pays pont, pays charnière même entre l'Europe et le continent africain. Je crois qu'on peut dire que cette communication, qui est aussi une communication externe pour la plupart, est un succès pour l'instant. Moi, je reviens de 2 voyages en Afrique occidentale et centrale, et on parle du Maroc. On voit que le Royal Air Maroc est un peu partout, qui dessert toutes les villes que Air Afrique desservait avant. On voit que le Maroc est en train de devenir un acteur très important sur le continent africain, et on le dit, on en parle. Donc ça, c'est une action, on pourrait dire, de communication positive du Maroc par rapport au monde extérieur. Donc je crois que pour analyser la question, il ne faut pas se dire que c'est uniquement une problématique qui provient des actions ou non-actions des leaders marocains. Bon, il y a peut-être des choses à améliorer, il y a certainement beaucoup de choses à améliorer, mais ce n'est pas nécessairement au préalable un problème qui est réglable très facilement. Michael, oui. Quelques exemples, s'il te plaît, parce que ça nous arrange énormément et ça permettra aussi à nos décideurs, pourquoi pas, s'il y a des choses à corriger, pourquoi pas de ne pas le corriger. Mais par exemple, il y a 2 choses que je peux dire. Il y a une façon de ne pas communiquer. Par exemple, après les événements de mai 2003, les acteuristes au Maroc, il y a certaines acteurs dans la société civile et même gouvernementale au Maroc qui ont décidé d'aller aux États-Unis et créer une grande campagne à laquelle j'ai assisté, qui avait le sigle le Maroc n'est pas un pays terroriste. Ben, les Américains n'avaient même pas pensé que le Maroc était un pays terroriste. Mais en faisant ce genre de campagne, tout de suite, il allait se dire, mais pourquoi on me dit ça? Est-ce que je devrais avoir peur du Maroc? Parce que si on me dit que c'est pas un pays terroriste, évidemment, peut-être qu'il y a une question de terrorisme derrière tout ça. Oui. Donc ça, c'est un exemple d'une communication qui était vouée à la faillite dès le départ. Par contre, il y a, en tout cas pendant toutes les années 2000 et même des années depuis 2010,
il y a eu un grand effort de la part du Maroc aux États-Unis de communiquer sur la question du Sahara et surtout de communiquer son point de vue et de contrecarrer des points de vue qui n'allaient pas dans leur sens. Moi, j'étais en plein milieu de cette discussion aux États-Unis quand je travaillais avec l'ex-ambassadeur marocain aux États-Unis, Aziz Mekouar, parce que il y avait, disons que la question du Sahara n'était pas très important pour les Américains en général, mais c'était très important pour certains Américains, notamment des Américains évangélistes. Et j'ai proposé, j'ai dit, mais ces évangélistes sont très importants parce qu'ils influencent la politique américaine, notamment la politique étrangère américaine. Mais comment leur parler? On ne pouvait pas, comme évoqué tout à l'heure David, on ne pouvait pas aller leur dire, vous avez tort. Il ne s'agissait pas d'essayer de changer leur avis directement, bien que auparavant, le Maroc, c'était comme ça qu'ils essayaient d'agir. Ils essayaient d'expliquer que le Maroc n'était pas ci, le Maroc n'était pas ça, et au contraire, le Maroc faisait des choses pour les gens du Sahara, et que le Maroc, il fallait le voir de l'autre œil. Mais ça, ce genre d'argumentaire ne marchait pas. Ce que j'ai dit, il faut montrer comment les évangélistes sont semblables aux Marocains. Il faut essayer de montrer aux évangélistes comment les Marocains sont semblables dans le sens du fait que les deux sociétés sont très conservatrices, et les deux sociétés sont pieuses, et les deux sociétés ont une envie de partager avec l'autre leur foi. Donc ce que j'ai fait, j'ai proposé à ce qu'on fasse venir beaucoup d'évangélistes, leaders évangélistes, leaders d'opinion au Maroc pour qu'ils puissent rencontrer leurs homologues au Maroc et pour qu'ils puissent constater quelle était la façon de vivre au Maroc par rapport à la religion. Et je dirais que c'était un premier pas pour les faire comprendre que le Maroc n'était pas ce mauvais bougre dont on avait parlé auparavant par différents autres chemins. Ensuite, évidemment, une fois qu'ils ont compris que peut-être ils avaient tort sur une façon de voir la société marocaine et surtout la politique marocaine, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on les emmène au Sahara pour constater, pour qu'ils puissent poser des questions. Et dans tous ces cas-là, en ne pas essayant de les contrôler, en faisant en sorte à ce qu'ils se sentent libres de penser comme ils veulent, de réfléchir comme ils veulent, de poser des questions qu'ils veulent, et ainsi de suite. Et nous avons eu énormément de succès dans ce sens parce que on a pu leur montrer la vérité, on a pu leur montrer également que la façon qu'ils avaient conçu cela auparavant était beaucoup plus compliquée qu'ils ne pensaient, et surtout que le Maroc était un pays qui était accueillant pour eux. Je ne parle pas au niveau de la religion, mais au point de vue de leur façon de penser et de leur possibilité de dialoguer. Donc, je crois que quand il s'agit de la communication externe du Maroc, souvent je constate que le Maroc est assez réactif. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un les attaque, il contre-attaque. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que la contre-attaque est une bonne solution? Oui, rapide. Je ne pense pas. Ça marche quand on est très puissant, comme Donald Trump par exemple. Quand on l'attaque, il contre-attaque. Et parce que lui, il a énormément de puissance actuellement et parce qu'il a une base très solide aux États-Unis, il peut contre-attaquer et se garantir du fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter. Quand il s'agit du Maroc, les gens qui vont écouter ce genre de réaction, ce sont surtout des Marocains. Ce ne sont pas nécessairement des gens à l'externe. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de chemin à faire. Justement, un meilleur exemple, là, je crois, tu l'as suivi, hein, Michael, récemment, le ministre des Affaires étrangères a été bousculé au Mozambique. Et il y a un tollé, hein, donc beaucoup de discussions sur cette affaire. Est-ce que ça rend service au Maroc d'en parler par rapport à cette bousculement du ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, au Mozambique, si je suis ton raisonnement? D'en parler où?
Au monde, parce que là tout le monde en parle. Et les réseaux sociaux en parlent partout. Mais je pense que dans le cas d'espèce, pour moi personnellement, c'est une affaire maroco-marocaine et peut-être maroco-africaine. Et certainement, le raisonnement d'en parler du point de vue marocain ne va pas être le raisonnement que l'Européen va entendre ou que l'Américain va entendre. Et encore une fois, en tout cas, je connais pas toute l'histoire, je connais pas l'histoire du tout d'ailleurs, donc je peux pas en parler dans les détails, mais tel que tu la racontes, ça me semble comme d'emblée un effort perdant. Parce que le Maroc donnera toujours l'impression d'être défensif et sera toujours obligé de porter des paroles qui, finalement, ne concernent pas grand monde. Donc, dans un certain sens, ce genre de communication est une communication qui existe pour se parler à soi-même, mais pas pour parler aux autres. Et malheureusement, on vit dans un monde de communication, ouvert au monde. Oui, mais on n'est pas obligé de communiquer sur tout. Je crois que quand il s'agit de la communication marocaine, il y a d'abord une communication interne qui est très importante. Et cette communication, je ne suis pas le premier à le dire, est une communication qui devrait être développée sur la remise à niveau des valeurs traditionnelles marocaines, la conscience civique, et surtout la responsabilisation des leaders dans les partis politiques. Bon, il y a toute cette façon de communiquer qui, d'ailleurs, le roi Mohamed VI en a parlé lors du discours de la fête du trône. C'est une communication très importante par rapport à la réflexion de la réflexion au Maroc. Quand il s'agit de la communication externe, je crois que il y a deux façons de voir la chose. Soit on communique pour vendre quelque chose. Par exemple, on veut vendre le vin marocain, on veut vendre le tourisme marocain. Là, c'est une certaine forme de communication. Et l'autre, c'est la communication qui est, disons, pour vendre une idée, une communication politique. Moi, je suis toujours parmi ceux qui pensent que les deux, surtout pour un pays comme le Maroc, ces deux choses peuvent se marier. Par exemple, si le Maroc est connu comme un pays qui a une grande tradition, qui a des valeurs culturelles, qui a des aspects touristiques extraordinaires, ça ne peut pas nuire à l'image du Maroc dans tous les domaines. C'est une très bonne chose de communiquer sur ces choses-là. Par exemple, quand j'étais à Washington, j'ai proposé à l'ambassadeur de créer toute une campagne où on mettait simplement un panneau derrière chaque autocar qui tournait à Washington, D.C. Et dans ce panneau, on avait une image du Maroc avec le mot Morocco. In Morocco, we are happy. Au Maroc, nous sommes heureux. Et tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui ont contacté l'ambassade avec des réactions très positives par rapport à simplement cette petite image, cet petit effort qui racontait que le Maroc était un pays où on vivait bien, on vivait heureusement. Peu importe si on vivait heureusement ou pas, mais le fait de le raconter, ça changeait un peu leur attitude. Ce qui fait qu'il ne faut pas oublier que communiquer à l'externe, c'est aussi influencer une population pour influencer leur propre leader d'opinion. Et je crois que beaucoup de pays, le Maroc n'est pas seul, oublient cet aspect-là. Que communiquer, c'est pas uniquement auprès des leaders d'opinion. Moi, je dis ça souvent. Pourquoi se cantonner uniquement aux journalistes, surtout ceux qui sont contre le Maroc? Pourquoi se cantonner à changer des avis des politiciens directement quand il y a des moyens d'influencer la société française, anglaise, américaine? Et je crois que s'il y a du travail à faire, c'est dans ce sens-là aussi. Parce que ces gens-là, la population de ces pays, a élu ces leaders. Alors, je voulais un peu rebondir sur ce que vous disiez. Je pense en effet important que le Maroc communique
s'agissant de mettre en avant que le problème du terrorisme est un problème collectif. Ce n'est pas une spécificité marocaine. Si on commence à penser que le Maroc est une usine à terroristes, on ne trouvera jamais de solution pour les autres pays qui également sont concernés. Donc je pense, comme vous le dites, que c'est important de savoir, quand on communique, c'est pas tellement la réponse que l'on veut apporter qui est importante, mais plutôt la question que l'on veut se faire poser aux gens. Justement, David, donc c'était la question que je voulais vous poser, surtout cette communication sur ce fléau de terrorisme et cette avalanche d'attaques pour les Marocains et surtout ces Marocains de l'étranger. Donc, la question que se pose Michael, j'aimerais bien avoir ton avis. Quel mode de communication qui permettra aux Marocains et au Maroc de rester toujours la tête haute? Mais là, tu poses deux questions, en fait. Tu poses d'abord la question par rapport aux Marocains qui vivent en dehors du Maroc, parce que tu viens de dire qu'ils se sont attaqués, ils sont peut-être attaqués, et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres musulmans qui existent dans différents pays, selon l'acte terroriste qui vient de se passer plus récemment. Bon, ça c'est une chose. Ça c'est une communication, à mon avis, qui ne concerne pas spécifiquement le Maroc. C'est une communication qui concerne peut-être la communauté marocaine en Espagne, parce qu'ils se sont ciblés. C'est à eux de créer leur propre communication. Et cette communication devrait éloigner l'aspect marocain et parler surtout de l'aspect communautaire vivant dans un pays comme l'Espagne. Comment est-ce qu'on vit cela en tant que musulmans, étrangers, immigrants au Maroc, en Espagne? Ça, c'est une communication, je crois, qui n'est pas dépendant de la communication marocaine, en tout cas pas trop dépendant de la communication marocaine. En outre, si le Maroc, à travers la mauvaise image maintenant qui peut exister envers les Marocains en Espagne, si le Maroc se sent ciblé plus directement par ces attaques ou bien par cette imagerie, à ce moment-là, le Maroc, évidemment, peut faire quelque chose, mais je ne crois pas que le Maroc peut faire beaucoup, sauf en réponse directe des journalistes et autres. Je suis pas tout à fait. Il y a une campagne de la part du Maroc en tant que pays par rapport aux Marocains, sauf de les reconforter dans leur... Non, Michael, je suis désolé de te contrarier par rapport à cette réponse, parce qu'il faut pas oublier que les Marocains de l'étranger ont des institutions qui les gèrent, et notamment le CCME, et notamment la Fondation, et notamment le ministère chargé des communautés marocaines résidant à l'étranger. Donc il y a des institutions qui œuvrent pour la protection et en même temps pour le soutien de ces Marocains. Et aussi, il y a des institutions qui s'en occupent aussi de la religion. On parle de deux choses différentes. Si tu me dis comment le Maroc devrait communiquer envers les Marocains, qui vivent à l'étranger, qui habitent en Espagne, oui, ou qui habitent à l'étranger, ça c'est une chose. Ça c'est une autre chose que de communiquer par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Espagne vis-à-vis de ces questions du terrorisme. Je crois que ce que le Maroc peut faire, d'ailleurs le roi l'a évoqué dans son discours de la fête du trône, c'est soutenir au maximum la possibilité de compréhension des Marocains à l'étranger sur ce que c'est d'être Marocain, en dehors du fait d'être aussi Européen. Quelles sont des valeurs que ça représente, quelle est l'histoire que ça représente, afin que, comme pour revenir à ce que David a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un moyen de donner une communauté, de renforcer ce sentiment de communauté dans le sens positif, au lieu que ça soit dans le sens perdu. Parce qu'actuellement, chez certains immigrants, ou bien fils d'immigrants, il y a un sentiment de communauté, mais dans le sens perdu. Je suis dans une communauté perdue, je vais trouver mes compères qui sont aussi perdus que moi, je vais écouter ceux qui me disent que je suis perdu. Ça, c'est un genre de communauté. Je crois que le Maroc, à travers les institutions que tu viens de citer, peut faire certainement plus dans le sens de la communication et surtout dans le sens d'appui pour donner l'impression aux Marocains qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils ont un frère qui est un pays qui est un père plutôt, qu'ils ont une patrie qui les soutient afin qu'ils ne se perdent pas dans ces autres réflexions. Je crois que c'est une possibilité. Mais l'Espagne aussi a énormément à faire dans ce sens aussi. Ce n'est pas seulement la responsabilité du Maroc. Bien sûr.
Michael, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette intervention. Tu as le bienvenu quand tu le souhaites, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec toi. J'étais très content d'être avec toi et avec David. Écoute, c'est le plaisir est pour moi et le plaisir aussi pour l'émission Arc-en-Ciel et surtout à Radio Pluriel qui abrite cette émission. L'objectif, c'est simplement de rapprocher les avis. L'objectif, c'est là de transmettre le bon conseil et surtout le vivre ensemble. Michael Kurtley, journaliste international, merci infiniment, ancien conseiller de Monsieur l'ambassadeur Aziz Mkwar aux États-Unis. Au revoir et merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. كايد كل من هو غشاش قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضروب ولا وزير يبلغ الخبارة ولا وزير يبلغ الخبار. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.